Alors, bonsoir tout le monde, mon nom est Dominique Huet et au nom de la Toile des communicateurs, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle saison de notre série de conférences des grands communicateurs. Alors c'est déjà notre 7e saison, je suis ravi que ça dure si longtemps et honnêtement quand on a commencé, on ne pensait pas qu'on serait rendu là aujourd'hui et on en est très content. Cette année s'annonce encore une très belle année avec beaucoup de grands conférenciers. Je reviendrai à la fin sur le calendrier. Mais sachez déjà que vous aurez l'occasion de voir ici plusieurs personnalités comme l'écrivain Jean-François Nadeau, la spécialiste en médias sociaux Michel Blanc, Claude Malaison nous parlera d'intranet, ou aussi il y aura encore par exemple le journaliste Steve Proulx qui sera ici. Au cours de l'année, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Alors si ces conférences fonctionnent aussi bien, c'est aussi grâce à nos partenaires, permettez-moi de les citer ici ce soir. Il y a les TELUC qui nous accueillent ici, le CAM qui nous filme, le Canal Savoir qui nous diffuse, le ministère de la Culture et des Communications qui nous appuie aussi, et aussi tous ceux, bien sûr, qui nous regardent, soit par Internet ou vous qui êtes présents dans la salle, et bien sûr tous les conférenciers qui ont fait les succès de ces conférences. Quelques petites nouveautés sur cette année. D'abord sur Internet, ceux qui ont l'habitude de nous voir sur Internet, vous aurez sûrement constaté une grande amélioration de la qualité de l'image, parce que maintenant la diffusion sur Internet bénéficie des mêmes technologies que ce qui est enregistré pour la télévision. La Toile aussi fait son entrée sur les médias sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter. Donc je vous invite à nous rejoindre sur ces réseaux-là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Toile des communicateurs, je vous rappelle que la Toile, nous sommes un organisme sans but lucratif. On regroupe tous les professionnels et tous les passionnés des communications, et ce à travers toute la francophonie. Si vous voulez en savoir plus sur la Toile des communicateurs, je vous invite à consulter notre site web, toile.coop, l'adresse est derrière moi. Vous y aurez toute l'information sur la Toile, les archives des conférences passées aussi. Vous pourrez vous inscrire et consulter le Bottin des communicateurs, qui est un annuaire on est rendu à plus de 1000 membres dessus. L'inscription est gratuite et ça regroupe tous les communicateurs, principalement de Montréal, mais aussi de toute la francophonie. La conférence de ce soir, la table ronde va durer un petit peu moins d'1 heure, puis il y aura une période de questions après que j'animerai. On vous a remis aussi un questionnaire d'évaluation, prenez le temps d'y répondre, on aime ça, avoir vos commentaires. Les gens qui nous regardent sur Internet, vous aurez aussi Commençons l'année avec une table ronde qui a l'occasion d'échanger différents points de vue sur un sujet d'actualité, à savoir la publicité en période de récession. Pour présenter le sujet, présenter les participants, je vais laisser la parole à mon collègue ici présent, Max Roujon. Merci. Merci Dominique. Est-ce que ça marche? J'ai mis le micro correctement? Vous m'entendez? Alors, je vais vous présenter les 3 participants, ils sont extraordinaires. Déjà, c'est déjà bien. On a beaucoup de chance qu'ils se soient libérés, qu'ils soient avec nous. Alors, je vais commencer par Bianca. D'abord, je la connais un peu mieux que les autres, et puis, à tout seigneur, tout honneur, c'est la dame du trio. Bianca, actuellement, elle est la direction de la boutique TVA, depuis le mois d'août. Elle gère l'opération de toutes les boutiques et le développement des initiatives d'affaires. C'est un gros mandat. Et je pense qu'elle va bien le faire. Ça, c'est pas dans le texte. Ce que je me rappelle de Bianca, n'aie pas peur, c'est qu'elle a été présidente pendant de nombreuses années de l'association défunte Marketing Direct. Je ne sais pas comment on l'appelle de nos jours, mais marketing relationnel. Voilà, marketing relationnel. Et elle y a fait, je pense, si j'en juge par ce qui s'y passe maintenant, un fabuleux travail. 8 ans. 8 ans. Alors c'est bien. Et maintenant, elle est présidente d'une autre association qui s'appelle comment? Le Conseil d'industrie des communications du Québec. Voilà, c'est interactif notre truc. C'est bien. Alors, non, et je pense qu'elle va y faire un excellent boulot aussi. Dommage pour l'association de marketing relationnel. Elle a passé de nombreuses années dans une agence qui a écrasé sa compétition longtemps, ça s'appelait FCB. C'est sans doute parce qu'elle était là, sans doute. Et maintenant, je passe à Denis. C'est le monsieur qui est là, en bleu. Il essaie de se faire tout petit, mais avec la stature qu'il a, c'est pas possible. Alors, Denis, où est-il? Denis Roy, il est diplômé en art et en technologie des médias. C'est pour ça, sans doute, que sa boîte qui s'appelle Exact, elle fait du web, beaucoup d'interactifs et de publicité. Un petit peu professionnellement parlant, c'est Denis. Durant 7 ans, il a travaillé au sein d'équipes de création de différentes agences montréalaises. Et ensuite, il est retourné dans sa ville natale, Trois-Rivières, que j'aime bien, mais je ne vous dirai pas pourquoi, je l'aurais fait avant. Voilà, il rigole, c'est rigolo.
Ensuite, je passe au suivant qui est là-bas à l'autre bout. Il se dit pourvu qu'il puisse m'oublier, celui-là. Non, pas de chance, Marc. Le monsieur là-bas, c'est Marc Lacroix, celui qui rougit, là. Bonsoir. Voilà. Il est cofondateur, président et chef de la direction de LXB, Communication Marketing. Et c'est une belle entreprise parce que, bon, on lit les nouvelles, on se tient un petit peu au courant de ce qui se passe, même si on est à la semi-retraite, comme c'est mon cas. Puis on parle souvent d'eux, de ces gars-là. Donc, s'ils font parler d'eux, sans doute qu'ils font quelque chose de bien. C'est une boîte très active. Puis si on juge en faisant une synthèse de leurs activités, un petit peu le coefficient de cogitation qui rentre dans ce qu'ils font, ben, ma foi, c'est joli ce que vous sortez, ce que vous faites. Donc, c'est chouette ça. Il est bachelier en sciences, c'est pour faire voir qu'il est allé à l'école aussi quand même un petit peu. Bachelier en sciences biomédicales et avec un perfectionnement en microbiologie. Vous avez participé à la vaccination de la grippe? J'ai fait le vaccin lui-même, vous verrez les résultats. C'est ça, hein, il va nous en donner à la sortie. Il a été délégué médical et membre de l'équipe marketing chez Astra. Astra, c'était une bonne boîte pharmaceutique. Zeneca, de 80-86. Donc, il a quand même un beau pédigré. Et ça explique peut-être le succès de cette belle entreprise qu'est l'XB. L'important, c'est quand même qu'on entende ce qu'ils ont à dire et non pas ce que j'ai à dire d'eux. Alors maintenant, les 3 questions qu'on leur a préparées, vous les avez lues. Elles ont été préparées parce que, bon, c'était d'actualité. Donc, la toile, elle a quand même la prétention d'être si au premier rang ou même devant le premier rang, hein, pourquoi pas. Et c'est parce que, bon, le e-marketeur, moi je regardais, quand j'ai formulé, je peux bien le dire, les questions, c'est un syndrome. Il y avait des gens qui disent que tout va bien, puis après tout va mal. Alors, où sommes-nous dans ce beau monde de la récession? Le e-marketeur disait, ils ont fait des études sur le premier semestre de 2009, et ils ont demandé à des gens en entreprise qui dirigeaient ce qu'ils ont fait, quel est le changement qu'ils attendaient de leur budget publicitaire pour les 6 prochains mois. Alors, les gens de marketing aux États-Unis disaient, il y en a qui allaient l'augmenter. En janvier, 8% voulaient augmenter, et puis ils disaient, 16% allaient augmenter en août. Ceux qui disent BAU, business as usual, 42%, 43%. Eux, ils font rien, on passe à travers la tempête sans changer le cap. Et ceux qui allaient réduire, 48% et 39%. Ensuite, ils ont continué avec une question astucieuse. Parmi ceux qui envisageaient de réduire, comment allaient-ils faire ça? Ok, un petit peu. Alors, de 1 à 5% allaient réduire de 21%, c'est déjà pas si pire, de 6 à 10% de 22%, de 11 à 20%, 26%, et 30% et plus, 18%. Ce qui veut dire qu'il y aura des grosses réductions, même si on prétend, quand on recoupe les informations, qu'on va augmenter son budget. Donc c'était intéressant. Au Québec ou au Canada, qu'est-ce qui se passe? La presse affaires, on a été béni par les dieux, elle a sorti de septembre un article qui commençait comme ça. Les dépenses publicitaires aux États-Unis ont chuté de 10 milliards de dollars au premier semestre par rapport à la même période l'an dernier. Je vous passe les détails. Si vous voulez, on le trouvera sur l'Internet, on vous l'enverra. Mais ce qui s'est passé, c'est curieux, quand on discutait avec Bianca de ce qui se passe chez elle, elle est conforme à la statistique. Les magazines ont été plantés chaleureusement à moins 21%, les journaux moins 22%, les suppléments du dimanche à moins 22%, c'est pour ça que la presse a coupé son truc du dimanche sans doute. Les journaux locaux, ils s'en sortent bien avec un moins 13%. Ensuite viennent les dépenses publicitaires en extérieur, les panneaux, moins 14%, moins 15%. La radio, moins 9% et la télé, moins 7%. C'est elle la moins affectée. Curieusement là-dedans, au Canada et aux États-Unis, les chaînes spécialisées, c'est comme ça qu'on les appelle, elles ont connu une augmentation de leur publicité. Donc il y a eu un transfert un petit peu. Un peu plus récemment, le 18 septembre, Madame Hudon Isabelle nous parlait de la concurrence en publicité et elle parlait de ça dans Argent. Elle a répondu à une entrevue qui commençait comme ça. Quel est l'impact de la crise chez vous? Comment vivez-vous cela? Elle reconnaît que les temps sont plus difficiles qu'avant. Il faut en faire plus avec moins. Et par contre, il y a un côté positif. Souvent, quand tout va bien, on ne se préoccupe pas de se parler. Quand tout va mal, on discute. Donc, il y a plus de réunions. Et puis, on échange plus, puis on fait mieux. Alors, c'est la bonne chose. C'était la fin de mon introduction parce que, vous voyez, il y a un paquet de pages, puis eux, ils veulent parler. Alors, je vous pose la première question. Répondra le premier, ou vous pouvez vous faire courtoisement après vous, monsieur, après vous, madame. Ça, il n'y a pas de chronologie ni de protocole là-dedans. La première question, c'était: avez-vous
vous ou vos clients, parce que dans le cas, j'avais mis le vous parce que Bianca était un petit peu cliente ce soir, les deux autres ont leur agence et en sont respectivement les présidents. Révisez votre budget suite à la récession. Si vous l'avez révisé, était-ce à la hausse, puisqu'il y en a qui l'ont fait ainsi, ou à la baisse, et pourquoi? Puis des fois, peut-être, on est influencé. Moi, humblement, quand j'étais chez Fidon, on regardait ce que faisaient les autres. On dépensait une fortune à traquer ce qui se passait ailleurs pour orchestrer notre action en fonction d'une réaction intelligente, on espérait. Alors, allez-y, je vous laisse le plancher. Si vous ne décidez pas, j'en désigne un. Hein. Alors, Bianca vient de me désigner. OK. Je te remercie, Bianca. Si j'y vais en deux étapes, c'est sûr, si on parle des clients eux-mêmes, ça va varier d'un client à l'autre. Il y a des clients qui, effectivement, ont eu des ralentissements publicitaires. De là à dire que c'était bloqué complètement, non. Et ça reflète un peu les chiffres que vous venez de donner. Donc, ça pouvait varier entre le quart de l'investissement à 10%. D'autres ont plutôt essayé, avec le même budget, de revoir s'ils pouvaient obtenir davantage. Comment est-ce qu'ils font ça? Alors, ils vont demander à leur agence de compétitionner à nouveau pour le compte contre d'autres agences. Alors, c'est le processus des pitchs qu'on appelle en agence de publicité. Ça fait toujours un peu mal parce qu'on pense qu'avec un client, on établit une belle relation et on veut continuer à l'augmenter. Par contre, ils sont eux-mêmes redevables, soit d'associations, soit de différents membres. Là, à ce moment-là, c'est normal que ce soit remis en question. Et là, c'était une des façons de voir, est-ce que je peux en obtenir plus de budget? Et l'autre était de reprendre les budgets publicitaires et les diversifier de façon à pouvoir avoir des investissements plus structurants. Je vais prendre un client comme Family Prix chez nous, où il y a eu une bonne partie du budget qui a été refocalisée sur tout le site Internet, où ils voulaient vraiment que ça devienne un échange important entre leur clientèle et eux-mêmes. Donc, les budgets sont là, ils sont juste déployés différemment et ils veulent être sûrs que lorsque la reprise va se faire, que le client va connaître une nouvelle expérience, une expérience web avec eux. Alors, c'était les trois différents paliers pour les clients en tant que tels. Si quelqu'un d'autre veut y aller avec son expérience. Bien, pour ajouter à ce que tu dis, Marc, il y a plein de points de similitude, mais en complément, nous, on a vu que on a la chance de travailler et en publicité plus traditionnelle et en interactif. C'est presque moitié-moitié chez nous. Donc, on s'est aperçu que tout ce qui était plus ponctuel, puis plus image, avait tendance à être reconsidéré et les ressources qui étaient ordinairement consacrées à ces aspects-là sont devenues soit ont été redirigées vers des actions qui étaient plus longue durée, souvent dans l'interactif, ou plus tactiques, donc qui généraient un résultat à plus court terme. Pour dire, chez nous, il y a à peu près que tout ce qui tourne autour de l'imprimé qui a subi une baisse. Puis c'est dû à 2-3 clients là, sur les 20-25 plus importants clients, alors qu'on a eu une croissance marquée des investissements par client en général et aussi tout le département au niveau de l'interactif, puis même au niveau de la production électronique, parce qu'on est une bébête un peu rare, là. On a notre infrastructure de production à l'interne chez nous, région oblige. Ce qui fait que, ça, on l'explique, l'aspect production électronique, par le fait que maintenant, il n'y a plus de véhicules de communication, puis on peut amortir une production de façon plus facile par le fait qu'il n'y a pas que la télé pour diffuser. Et ça, c'est assez marqué. Nous, on voit que le plus gros de la crise est subi par les médias, plus que par les agences. Et que cette crise des médias-là contribue à une accélération de la transition vers des nouveaux modèles de communication.
nos clients ont de plus en plus de sensibilité par rapport à des interactions en continu avec leur auditoire, et puis tentent des expériences de ce côté-là, puis demandent un accompagnement. On est moins intermédiaire entre l'annonceur et le client final, et plus un accompagnateur d'une relation à plus long terme, puis plus direct entre l'annonceur et son client. Mais je pense qu'à travers les 3 questions, parce que moi, quand j'essaie de me faire une tête là-dessus, je voyais finalement que les propos se recoupent. Donc, vous allez peut-être entendre des mêmes propos, là, mais parce que je suis d'accord que définitivement, il y a un shift dans le mix marketing. Puis, en fait, c'est un rééquilibre. Tu sais, quand la radio est arrivée, on a dit que c'était à la fin des journaux. Quand la télé est arrivée, on a dit que c'était à la fin de la radio, puis du cinéma. Puis finalement, il n'y a rien qui est mort, mais il y a juste eu un rééquilibre qui s'est fait, qui fait qu'avec les nouveaux médias aussi, les gens tendent à disperser un peu plus leurs investissements. Mais si je m'entends la question qui était, est-ce que vous, vos clients, avez revu vos budgets suite à la situation économique? Ben, en fait, si je porte le chapeau annonceur, parce que moi, je m'occupe des boutiques chez TVA, donc tout ce qui est du shopping, téléachat, des boutiques de commerce électronique pour les différentes marques de produits dérivés que TVA produit pour ces marques. Et donc, nous, à l'intérieur de notre budget publicitaire, qui n'est pas nécessairement astronomique, mais qui est quand même assez bon, je pensais qu'on essayait, nous, de faire plus avec ce qu'on avait. Mais quand je parle à la vice-présidence des ventes et médias chez TVA, qui gère quand même des gros annonceurs chez TVA à travers toutes les différentes plateformes télévisuelles, puis même chose avec les magazines, eux, ce qu'ils me disent, c'est que les clients essayent de faire la même chose avec moins. Donc, il y a 2 phénomènes qui se passent. Moi, je le voyais plus de notre côté en essayant de faire la même chose plus avec la même chose. Elle me dit que dans la plupart des cas, ces annonceurs essayent de faire plus avec, la même chose avec moins. Donc, il y a définitivement une diminution des budgets, puis on arrivera tantôt, je pense, à les solutions que les annonceurs, puis les médias ont trouvées ou tentent de trouver ou continuent de trouver pour essayer de satisfaire cette espèce de phénomène qui se passe où les gens veulent avoir l'impression et la certitude d'en avoir plus pour leur argent en tant qu'annonceur. Donc ça, je pense que c'est un phénomène qui est important, puis je pense qu'on va, en tout cas moi, personnellement, je vais y revenir plusieurs fois. L'autre phénomène qui se passe aussi, c'est quand on parle de la question étant une question budgétaire, il y a aussi une question de réalité de consommateur. Je pense qu'il faut tenir compte de ça aussi. En tant que... Moi, je suis dans le commerce de détail, surtout en ligne et télévisuel. Je fais de la vente à distance et ce qu'on a noté chez nous, c'est que oui, c'est sûr qu'on considère le Québec comme un petit microclimat économique des fois, puis on se dit on n'est pas super touché par la crise, mais quand même, il y a quand même une espèce de fear factor qui se passe, puis les gens sont plus prudents de la façon qu'ils dépensent. Donc, comment nous, on répond à ça? C'est d'essayer de répondre mieux à la réalité des consommateurs qui cherchent des produits peut-être plus rationnels que de luxe, qui est motif. On sait qu'il y a eu beaucoup de coupures dans le voyage, mais quand même, les gens restent qui consomment. C'est juste qu'ils consomment différemment. Donc, on essaie de leur trouver des solutions plus rationnelles, des solutions qui coûtent moins, ou est-ce qu'il y a quand même une perception de valeur supplémentaire quand ils achètent quelque chose. Puis, en tant qu'annonceur, vous savez, souvent, les gens disent, bon, en tant que crise économique, on coupe, on fait plus rien. Bien, au contraire, je suis sûre que vous avez vu en fait, tous les bons gourous en marketing le disent, c'est en plein le temps de ne pas s'absenter du marché et de rester présent, mais d'essayer de te démarquer par des démarches, des stratégies qui vont laisser une empreinte sur le consommateur, puis qui va finir en bout de ligne par vous avoir une certaine loyauté, puis un meilleur capital de sympathie de la part des consommateurs pour votre marque. Donc, nous, en tant qu'annonceurs, en tant qu'investisseurs en fait, pas investisseurs, mais qu'en tant qu'entreprise qui parle à des consommateurs, c'est ça qu'on essaie de faire, puis de répondre mieux à la réalité des consommateurs. Donc, essayer de dépenser nos budgets aux bons endroits, puis d'essayer d'optimiser de ce côté-là. Je vais dire une chose.
Dans la dernière crise que j'avais connue de près, ouais, il marche pas, ça va mieux, ok. Et on avait découvert, dans ce temps-là, on vendait des produits, dont certains, sans dire qu'ils servaient à rien, mais ils n'étaient pas nécessairement de première nécessité, et ils se vendaient mieux en période de récession. Et puis la chose avait été expliquée par les gens, les grands gourous de recherche, que en récession, traditionnellement, on a tendance à vouloir, pour l'oublier, justement, cette crise économique et les temps difficiles, à acheter des choses qui nous donnent l'impression qu'on est plus à l'aise qu'on ne l'est. Et puis bon, les temps changent. Dans le temps où je me réfère, l'Internet n'existait pas. Le téléphone mobile était quelque chose qui était réservé à une élite archi-riche. Aujourd'hui, tout le monde a toutes sortes de choses. Puis il y a deux nouvelles que je peux partager avec vous, vous les avez vues. La SAQ a battu des records de vente et l'Auto-Québec aussi. Alors peut-être vous avez certains de vos clients qui vendent des produits qui sont, disons, sans lesquels on peut vivre. Peut-être qu'eux, ils ont connu le même phénomène. Et puis tant mieux si ça va bien, je veux dire, tant mieux pour eux. Moi, je parlais avec quelqu'un du secteur culturel récemment. Il paraît que dans certains cas, il y a des diffuseurs au niveau hors de la scène, puis cinéma, qui voient des augmentations marquées de l'achalandage parce que c'est un petit luxe qui impacte moins sur le budget des familles, mais qui donne justement l'impression que tu n'arrêtes pas de vivre. Donc, les voyagistes ont un impact majeur. Certains intervenants dans le domaine touristique, dès que qu'il est question d'un investissement important, qui subissent des diminutions marquées, mais dans d'autres secteurs, ça se maintient ou il y a des croissances. Toi, vous avez remanié certains produits pour s'actualiser avec la situation présente. Ah, exactement. Puis comme je disais, je fais de la vente à distance, donc nécessairement, c'est pas un magasin de briques qu'on a, donc les gens, il faut qu'ils payent des frais de livraison. Il y a toute cette dynamique-là aussi, où est-ce qu'on essaie d'augmenter la valeur ajoutée qu'on donne aux consommateurs, puis d'essayer de respecter leur réalité. Donc, il y a beaucoup plus de ça qui se passe. Les garde-prix sont là, c'est sûr. Mais encore une fois, au lieu d'escompter, on essaie, nous, de rajouter des trucs pour que les gens aient l'impression que, finalement, le sac est plus plein quand ils partent du magasin. C'est bon. Puis, un peu dans le même sens, avec l'industrie touristique, nous, on a l'Office du tourisme de la Ville de Québec qui a été très agressive dans la dernière année parce qu'il prévoyait un poste 400e. Et l'idée là-dedans, c'était comment on peut éviter une érosion terrible. Alors, ils sont arrivés avec des produits d'interpellation qui ont été très forts. Alors, en arrivant avec une plus-value pour le touriste, ça a aidé évidemment la Ville à pouvoir avoir un achalandage beaucoup plus élevé que ce que bien des villes ont essayé au Québec en y allant de façon très traditionnelle. Donc, c'est pour ça qu'à quelque part, ça reprend un peu ce que Bianca a dit, c'est au-delà de dire j'ai une offre, l'offre ne peut pas rester celle qu'elle est en temps de récession. Il faut trouver une façon de la voir augmenter, en fait, perceptuellement. De toute façon, comme communicateur, la seule chose qu'on vend, c'est la perception. Alors, à quelque part, si le message est très interpellant, où on a vraiment l'impression que la ville est en effervescence, qu'il y a quelque chose de très fort, bien, dans ce cas-là, le tourisme a été beaucoup moins affecté qu'il aurait pu l'être. Mais en fait, c'est les annonceurs qui ont du succès jouent avec toutes les variables. Ils jouent avec la variable produit, ils jouent avec la variable message, puis aussi ils jouent avec la variable relation. Et ce cumul de stratégies-là permet de maintenir des performances, ou même, si la concurrence se fait frileuse, d'obtenir des gains qui vont peut-être être plus faciles à maintenir une fois au sortir de la récession. Ça va. Même si on a un petit peu empiété sur la deuxième question, laissez-vous aller dessus parce qu'il y a sans doute eu des gros changements. Justement, Bianca l'a touché, Denis l'a touché un peu. Comment vous vous êtes adapté? Avez-vous adopté une nouvelle stratégie de marketing? Faire plus avec moins, ça veut dire qu'il ne faut pas faire la même chose qu'avant. Ben, c'est faire plus avec moins ou faire la même chose avec... Faire plus avec moins ou faire la même chose avec moins ou faire plus avec la même chose. Voilà, et faire plus alors, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour que le même dollar, il en donne plus, il vous en rapporte plus à vous, à vos clients? Nous, puis en fait, je pense que c'est un peu dans l'industrie. Quand on arrive dans une situation où l'économie n'est pas nécessairement favorable, tu as deux choix. Hein? Tu peux
laisser aller la vague puis rentrer tranquillement. Ou sinon, ben, tu peux prendre des risques. Puis prendre des risques, ça veut dire peut-être faire un petit peu de zigzag, parce que tu ne te rends pas nécessairement à destination super rapidement, mais ça peut être des zigzags, tu essayes des trucs. Donc, on devient, je pense, un peu plus créatif à savoir qu'est-ce que je peux faire avec mon budget, parce que on ne peut pas faire la même chose, c'est avoir les mêmes résultats ou moins de résultats. Donc, nous, ce qu'on a fait, puis c'est ce que je note aussi dans l'industrie, c'est qu'il y a un transfert à des activités qui coûtent moins cher. Donc, c'est sûr qu'il y a un refocus, puis vous validerez ça avec le reste de vos clients, il y a un refocus sur des activités qui ont de l'air ou qui sont moins coûteuses, comme, entre autres, les blogs, tous les médias sociaux, il y en a plein d'autres aussi. Donc, les médias qui coûtent moins cher, les activités qui coûtent moins cher. Deuxièmement, les activités qui sont focusées beaucoup plus vers la vente, donc le très court terme au lieu du stratégique à long terme. Donc, focus plus tactique que stratégique. Et, par conséquent, moins d'investissement sur la marque, mais plus d'investissement sur le court terme, les ventes, les résultats. C'est ce que je note parce que c'est les comptes qu'on en rend aussi. Parce que dans le zigzag, on fonctionne au mois par mois. Donc, puis je pense qu'on n'est pas les seuls. La plupart des gens fonctionnent au mois, au trimestre, mais ça ne se voit pas une fois par année pour regarder les résultats. Donc, c'est le shift que je vois, c'est que on focus sur des activités qui sont plus tactiques, à des rendements plus court terme, sans oublier qu'on a quand même des investissements au niveau de la marque à faire, mais qui ne sont pas nécessairement les seuls investissements qu'on va faire, tandis qu'auparavant, c'est peut-être ce qu'on aurait vu. Donc, comme je disais tantôt, on devient plus créatif avec nos budgets. En fait, je reviens même chez TVA, on vente médias, parce que j'ai consulté avec la vice-présidente à ce niveau-là, puis elle, ce qu'elle me raconte, c'est que ils ont, depuis l'année dernière, ou en fait depuis plusieurs années, mais de façon plus sérieuse récemment, le département TVA qui s'appelle Créativité Média est un département qui est en pleine effervescence parce que les annonceurs cherchent justement à aller chercher un peu partout, puis d'essayer d'avoir des solutions beaucoup plus marketing au lieu d'avoir un plan média plus traditionnel. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon produit, avec ma marque? Je l'intègre, je fais de l'intégration de produits, je fais de la commandite, je l'envoie sur le site, je fais des concours avec, je fais de l'annonce de 30 secondes, puis je pense que Marc, il y a d'autres exemples aussi à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, mais nécessairement plus de créativité pour essayer d'obtenir plus avec ça. Avec son effectivement, d'aller dans ce sens-là, une des façons qu'on a trouvées, c'est en travaillant justement avec les médias, parce que l'annonceur veut avoir plus, puis avec moins. Une des choses qu'on va lancer d'ailleurs à partir de demain avec Family Free, vous allez voir maintenant les bandes qui annoncent le sous-titrage de cette émission que vous a présentée par. Avant, c'était toujours une façon très statique. Pendant le même temps, nous, on va avoir donc un positionnement de Family Free. Alors, on va annoncer au moment où cette annonce-là passe avec le sous-titrage. Donc, c'est un nouveau produit dans le produit. Et puis dans les 30 secondes, et puis dans les 15 secondes. Donc, c'est quelque chose de très différent et ça nous permet à ce moment-là de pouvoir aller chercher beaucoup plus de fréquences à des positions très choisies dans le span commercial. Et ce type de produit-là, c'est comme ça qu'on les travaille maintenant avec les médias, c'est de pouvoir aller chercher plus de fréquences, plus de notoriété, avec des budgets qui sont effectivement plus étirés, mais le poids va faire qu'overall, les gens vont effectivement avoir ce qu'ils s'attendaient d'avoir. Et cette créativité-là, elle se fait avec les médias. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'échanges maintenant entre les départements de stratégie, de placement média, de planif média et les annonceurs aussi. Alors que dans le fond, il n'y a pas si longtemps encore, on travaillait beaucoup en silo, c'est de moins en moins le cas. Et c'est ce qui fait que cette créativité-là finit par être quelque chose sur lequel nos annonceurs vont pouvoir capitaliser davantage. Alors, ils s'attendent, ces annonceurs-là, des agences de pub, d'être autre chose que ce qui a déjà existé il y a bien des années, là, des bag carriers. Je me présente chez quelqu'un, puis peux-tu me faire une annonce TV, un panneau, une annonce journal, puis un radio, puis on est pris. C'est plus ça. Ces gens-là s'attendent à avoir de l'intelligence derrière chacune des propositions qu'on va faire. Donc, c'est d'aller, oui, d'étudier la marque en tant que telle, mais avec des plus-values en tant que telle. L'exemple que je voulais donner dans le cas des agences, lorsqu'elles doivent elles aussi se positionner et se dire, bon, ben,
en plus de travailler avec nos partenaires médias, qu'est-ce que nous, on amène comme plus-value chez nos clients? Alors ça, c'est une des réflexions qu'il a fallu qu'on fasse chez nous. Je regardais ce matin, d'ailleurs, on parlait d'une étude qui était faite par BBDO puis Proximité Canada qui disait quelque part qu'ils voulaient définir les top 10 dans les tendances là, en 2010. Et la première chose, c'est intelligence avant tout. Alors, si ça existe au point de vue des individus, on comprend bien que dans les compagnies, puis dans ceux qui offrent du service, on s'attend à ça aussi. Donc, chez nous, ça a été une des choses sur lesquelles on a travaillé énormément. On a investi plusieurs centaines de milliers de dollars à développer un outil qu'on va lancer prochainement qui va être capable de pouvoir faire du qualitatif, mais en quantité. Donc, un outil web où on va faire donc du neuromarketing, ce qui fait qu'on va être capable d'analyser la cible en tant que telle par rapport à des marques avec des images, bon, en neuromarketing, on appelle des métaphores. Là, on va être capable de pouvoir aller chercher un peu plus de l'inconscient de notre annonceur, de notre cible par rapport à des marques. Alors, quand on amène cet élément-là supplémentaire à des focus groups, à des sondages en grande quantité, bien là, c'est chacun de ces éléments-là qui fait que, on voit que l'annonceur est choyé en quelque part avec un produit supplémentaire par son agence. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est vers ça que les agences auront à faire. Parce qu'il faut offrir plus. Il ne faut pas être seulement que des gens qui prennent des idées puis les garochent. Il faut qu'elles soient de plus en plus détaillées. C'est ce qu'on s'attend. Intéressant. Il n'y a pas de problème. Nous autres, ce qu'on observe, c'est que le fait qu'il y a un changement qui est beaucoup plus fondamental puis qui va être beaucoup plus durable que la récession. La récession, c'est un événement dans l'événement de la révolution ou des mutations du monde des médias. Et un des éléments, en tout cas, il y a un double phénomène qui est, bon, en temps de récession, il faut consommer plus intelligemment, les gens s'informent plus, etc. Ils vont se questionner pour une bonne part. C'est sûr qu'il y a des éléments qui vont, des gestes de consommation qui vont faire pour se faire plaisir, mais sur les décisions plus fondamentales, ils vont s'informer plus. Et l'autre chose, le paysage médiatique permet aujourd'hui aux consommateurs de donner plus son avis ou de commenter plus par rapport à une offre donnée. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que chez certains de nos clients, particulièrement les manufacturiers, il y a une recherche de pertinence en termes d'offres, en termes de développement de produits, de façon, le geste de communication, il est beaucoup plus en amont qu'auparavant. C'est-à-dire que de plus en plus de nos clients réalisent que la publicité ne viendra pas colmater une faille ou corriger un problème en termes d'offres. Et puis, ils réfléchissent à leur offre. Puis, après ça, ils nous demandent d'arriver avec les meilleures stratégies de communication pour supporter une offre plus pertinente. Donc, là aussi, on doit arriver avec des éléments qui sont mieux contextualisés par rapport aux attentes des consommateurs. On a, par exemple, un client qui fait de la maison préfabriquée. En termes de réflexion, lui, il a commencé à essayer d'intégrer des réflexes. Il a emprunté à la norme LEED, il a emprunté à certains courants de design, puis il fait de la maison préfabriquée qui n'a pas l'air, la petite maison à tourelle, je ne nommerai pas une banlieue en particulier, là, mais ils en ont toutes, du pseudo-victorien. Là. Bon. Bien, il est clair que là, lui, il arrive avec un produit de niche, mais il va se démarquer. Et là, il ne sera pas un des X à faire de la petite maison à tourelle. Puis il nous demande de produire un environnement de communication qui va être à l'image de ce produit-là, puis qui aussi va rejoindre un segment bien particulier des acheteurs potentiels de maisons. Et ça, on en a quelques exemples. Et il est clair que pour des annonceurs qui n'ont pas nécessairement, qui ont moins de moyens ou qui doivent vraiment être très soucieux de
du retour sur l'investissement de chacun de leurs gestes de communication, puis qui ont souvent investi en R&D pour s'assurer que leur offre est plus pertinente. Bien là, nous, on a vraiment à les aider à choisir des modes de communication qui vont être plus efficaces. Puis ça veut dire, bon, ben, dans certains cas, un peu plus sur l'interactif, puis autant sur les plateformes informationnelles comme le site, mais aussi sur les plateformes relationnelles comme le web social, etc. Ça veut dire qu'il y a un transfert d'une partie du budget vers des relations de presse, des modes de communication où c'est que l'effet de levier en termes d'investissement versus retour, il est très différent. Et ça veut dire aussi que de plus en plus de clients vont se garder une part de leur budget qui n'iront pas couler dans le béton pour les 12 prochains mois, mais qui vont se garder une marge de manœuvre pour être réactifs, plus proche de la réalité du commerce de détail, même s'ils ne sont pas dans ce domaine-là. Faire en sorte que, selon l'évolution du marché, de mois en mois, de trimestre en trimestre, ils sont capables d'ajuster leur stratégie et de poser des gestes. Le geste qui, avant, il n'y avait pas nécessairement la marge de manœuvre pour le faire parce qu'il s'était engagé pour un an. Moi, j'aurais un point à rajouter, s'il vous plaît. C'est important parce que la question était aussi, est-ce qu'il y a un mix, est-ce qu'il y a un shift dans le mix communicationnel, en fait? Puis moi, je vois qu'il y en a un, puis j'ai opéré, puis j'opère toujours dans l'industrie, dans une industrie qui est très relationnelle, en marketing relationnel, qui est tout le one-to-one, puis des stratégies beaucoup plus ciblées, puis etc. Puis, tu sais, la publicité aujourd'hui, la publicité pure, propre, etc., ça compte pour peut-être 50% des investissements publicitaires. Je ne sais pas si vous voyez ça à peu près. Ça veut dire que le reste du 50%, il est peut-être partagé, mais il est partagé en des stratégies relations publiques, marketing relationnel, commandite, et ainsi de suite, promotionnel. Donc, des stratégies qui peut-être qu'on appelle un petit peu plus below the line, c'est plus intime, qu'on voit moins sous le grand radar de la télévision, mais qui sont des stratégies qui sont aussi importantes, sinon plus, dans certains cas. Puis, c'est des stratégies qui restent souvent des stratégies qui visent des objectifs à très court terme. Surtout en marketing relationnel, tu lances quelque chose, tu as un appel à l'action, tu as des résultats qui sont très à court terme, qui sont très tangibles et mesurables, et qui viennent, le truc qui est important, c'est que ces activités-là, souvent, viennent subventionner, parce que ces activités qui génèrent des résultats, ces activités qui viennent subventionner, finalement, d'autres activités plus de notoriété, et ainsi de suite, parce qu'on aurait des résultats, on a de l'argent qui rentre dans nos poches, donc de façon plus tangible et plus marquée. Donc, moi, je veux dire, ça fait pas d'hier, puis c'est pas à cause de la crise économique, certainement, c'est juste que je pense que les entreprises voient qu'ils ont des comptes à rendre, puis qu'ils doivent générer des résultats tangibles tout en bâtissant leur marque. Donc, ça fonctionne à deux niveaux. Un niveau plus tactique, plus relationnel, plus one-to-one, plus génération de revenus et de résultats à court terme, puis une stratégie plus à long terme pour la marque. Tu veux ajouter autre chose, Marc? Non, en fait, effectivement, le fait qu'on ait aujourd'hui plusieurs façons de parler à la cible, on peut certainement, même dans une relation one-on-one, on est certainement capable de parler de la marque et de lui donner l'aura qu'elle a besoin d'avoir. Parce que c'est porteur, il ne faut pas voir aujourd'hui les grands médias comme étant l'unique façon d'amener la marque vers la cible, comme étant, bon, voici, on va vous la décrire. C'est pas unidirectionnel. Il y a une façon aussi de pouvoir utiliser les autres médias qui sont plus près, qui sont plus, via que ce soit le marketing direct ou même, évidemment, le relationnel, mais il y a moyen de construire la marque avec chacune de ces étapes-là. Et ça, c'est au publicitaire de s'accaparer ça. Le problème du publicitaire, c'est s'il devient un jour à se dire « je me retire », entre autres, de tout ce qui est du web en tant que tel. C'est impossible parce que c'est lui qui est le spécialiste de la marque en tant que tel. Il doit saisir, il doit comprendre comment ça fonctionne, puis il doit s'assurer que la marque parle de la bonne façon pour qu'elle continue à rayonner, même si c'est une façon qui est différente aujourd'hui, c'est à lui à posséder ça. Il y a un point très important là-dessus, c'est que
un des éléments les plus marquants des 3 à 5 dernières années, c'est que le discours, la conversation sur chacune des marques est en partie, du moins, en train d'échapper à l'annonceur. J'étais à une conférence ce matin, la conférence d'InfoPresse et Nouveaux outils web, puis il est sorti une statistique qui est relativement frappante. On arrive à près de 5 milliards de tweets. Le nombre de tweets qu'il y a eu sur Twitter, là, on approche du 5 milliards. 20% de ces posts-là comprennent le nom d'une marque. Donc, ça veut dire qu'un milliard de communications ont été faites en dehors, ou à peu près, ont été faites en dehors du contrôle des annonceurs. C'est pas rien. Ça a une valeur. Quand on sait qu'il y a eu un shift considérable dans la crédibilité que le consommateur prête à la recommandation des pairs dans les dernières années, on a une responsabilité comme agence d'accompagner nos clients dans la compréhension de ces environnements-là, dans la manière de s'introduire dans ces réseaux-là sans être intrusif, parce qu'il y a une certaine éthique à respecter, pour faire en sorte que on parle de notre marque, mais sans spammer, de manière informationnelle, puis en amenant une plus-value pour le consommateur, puis en l'aidant à se faire une idée juste de ce que la marque a à proposer. Puis ça, c'est vraiment... Il y a un travail quasi journalistique qui vient de s'ajouter à notre rôle. Et puis, pour certains, ça semble une hérésie. Pour certains autres, ça semble évident au point qu'ils disent que tout doit s'en aller de ce côté-là. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir parce qu'il y a quand même un bout du discours sur lequel on va avoir encore un contrôle. Et pour que la marque, l'essence de la marque, on puisse la préserver dans une part des communications avec lesquelles, ou des actions de communication avec lesquelles les consommateurs vont être en contact. À partir de là, on peut rayonner, puis on peut moduler le message, puis on peut laisser aussi vivre ce message-là dans la bouche de d'autres. Mais il y a quand même une transition là, qui va être assez intéressante à observer dans les prochaines années. Justement, c'est ça. Ce n'est pas la période de questions, mais vous avez dit un truc intéressant qui fera le pont entre cette question-là et l'autre. Si en période de récession, on fait des miracles, hein, parce que c'est ce que j'ai entendu et que tout le monde a entendu, on découvre des façons de faire, tout ça. C'est peut-être la loi de la facilité ou l'être humain qui veut survivre aussi. Est-ce que après, quand les choses vont mieux, parce que ça devrait arriver en principe un de ces jours, est-ce qu'on oublie ou est-ce qu'il reste des bonnes choses de ce qu'on a découvert quand tout était difficile et qu'on réadapte à la sauce de l'opulence au lieu de le mettre à la sauce récession? Ou est-ce que ces formules-là que vous avez découvertes pour passer à travers pour votre entreprise ou vos clients, elles sont inutiles, elles sont caduques quand tout va bien de nouveau? Et après, et puis ça va amener un changement, c'est-à-dire que quand les communications vont évoluer, est-ce que la période qu'on a traversée va les avoir influencées d'une certaine manière par la nature, par le contenu et le contenant? C'est ce que j'ai entendu. Bien, d'abord, on ne fait pas de miracle. Parce que les miracles apparents ont un coût. Si on travaille sur le court terme, on n'est pas en train de travailler sur le moyen long terme, puis on sacrifie quelque part. Donc, il n'y en a pas de miracle. Deuxièmement, on a tendance à oublier, quand revient les périodes de facilité, on a tendance à oublier les choses qui vont demeurer, c'est les choses qui vont avoir été induites par un changement structurel du monde de la communication. Il y a des choses qui ne seront plus jamais pareilles après qu'avant, parce que, justement, ça aurait été l'occasion pour certaines... Moi, je vois la récession comme un accélérateur de l'adoption de certains nouveaux modes de communication. Ça aurait été... on serait arrivé probablement au même résultat sur une période plus longue, mais là, ça va se faire en 3 à 5 ans plutôt qu'en 10 à 15. Parce que là, on y voit un avantage économique, on cherche des solutions devant
cette problématique-là, devant la crise. Donc, on va essayer des choses. On n'a rien à perdre, alors qu'avant, on n'oserait pas le faire. C'est ça. Donc, oui, il y a des choses qui vont durer, puis quand il va y avoir de l'argent, on va oublier certaines autres. Alors, de quoi va être fait l'avenir? La question 3, parce qu'on approche. Comment voyez-vous évoluer les communications dans les 5 prochaines années, si c'est trop, dans les 3 prochaines, parce que ça va vite dans le domaine où nous sommes? Les communications vont, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas rester au niveau où on était. Elles doivent évoluer. Et ce qui est important, c'est, en tout cas pour le monde des agences de publicité, ça aura été un moment fort et un moment important. C'est comme les grandes guerres. Hein. Il va y avoir bien des désastres, bien des choses qui vont mourir. Il va y avoir des agences de pub qui vont mourir aussi. Celles qui ont été performantes, qui ont sorti des sentiers battus, qui ont trouvé de nouvelles façons de faire, qui ont travaillé avec leurs partenaires dans les médias, qui ont été capables d'influencer leurs propres clients à investir dans des solutions différentes, c'est eux qui vont sortir grandis de ça. Parce que ce qui m'a toujours fait peur, c'est de voir l'industrie, effectivement, s'asseoir sur sa façon de faire. Et ça aide à se dire, non, il faut se remettre en question. Il va y en avoir des agences qui vont sortir très gagnantes de ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça veut dire qu'il faut travailler à tous les niveaux. Chez nous, c'est ce que je dis, là. Et il ne faut pas croire, si on revient avec les nouveaux médias, que c'est la panacée d'un spécialiste dans l'agence. On va en avoir, ou un département, on va en avoir 5, 6 là, qui vont travailler ce côté-là. Si c'est comme ça qu'ils le voient, ils sont morts. C'est-à-dire, le fait est que ce soit au service de la clientèle, dans les médias, dans la strate, dans la création, même la création est obligée de considérer le fait qu'on ne fera pas un spot de 30 secondes, faire un spot de 30 secondes. Comment est-ce que tu vas le rouler? Parce qu'il va peut-être vivre aussi sur l'Internet. Ça veut dire qu'il faut que tu le vois d'avance, il faut que tu l'écrives en fonction de ça. Pas juste ça, tes writers, comment est-ce qu'ils vont écrire? Il y a des façons vous savez, hein, pour pouvoir monter, être indexé il y a des mots-clés là-dedans. Combien de fois il faut les sortir? À quel point il faut les mettre avec de la répétition? Le writer, de la façon qu'il faisait son spot TV, c'est une chose. Comment il va écrire sur l'Internet, c'est une autre chose. Il doit apprendre là-dedans. Même chose sur les gens du service à la clientèle. Ils ont peur. Ça fait rire chez nous. Ils aiment bien ça, se rendre sur des plateaux de tournage, c'est le fun. Madame une telle, monsieur un tel. Mais au-delà de ça, on ne doit pas avoir peur de se rendre aussi sur l'Internet, voir, OK, comment est-ce qu'on va produire, comment ça se produit, comment on travaille. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tomber, puis ça, je comprends que dans d'autres endroits, ça existait où les gens investissaient à faire du développement Internet chez eux. Mais chez moi, je n'ai pas de studio de TV, je n'ai pas de studio de radio, je n'ai pas d'imprimerie non plus, mais mes spécialistes sont là. Ils vont apprendre à bien contrôler. C'est ce qu'on fait. C'est le gros avantage de ce qu'on a pu faire dans les 3 dernières années, c'est de pouvoir sentir cette récession-là s'en venir, puis forcer nos gens à s'intéresser à des nouvelles façons, et c'est comme ça qu'on en sort grandi. Écoutez, moi, je pense que les choses qu'on va avoir appris, parce que quand on est en période de réaction ou qu'on essaie de trouver des différentes façons d'être plus créatif, de zigzaguer, puis d'essayer de faire plus avec moins, je pense qu'on découvre des choses assez intéressantes. Je pense que ça va rester. En fait, les gagnants, je pense qu'ils vont garder ça. Mais l'équilibre, tantôt, quand on parlait dans le mix marketing, là, c'est pas comme disait mon collègue ici tantôt, c'est pas un phénomène qui est à cause de la crise, c'est un phénomène qui est probablement comme plus accéléré maintenant, mais qui va rester. Puis moi, j'y crois beaucoup. L'équilibre entre les stratégies d'investissement sur la marque, puis après ça, des stratégies d'investissement relationnel avec le consommateur, surtout à cause de l'Internet, on peut pas éliminer ça de notre vie. Vous savez, avant, on avait une destination. On produisait quelque chose, on le mettait en nom, on attendait que le consommateur réagisse, puis après ça, on refaisait la même chose. Il y avait une destination à tout. Je trouve que la destination n'existe plus maintenant. On est tout le temps dans le cycle. On recommence. Maintenant, tu sais, je regarde la nature de notre travail. Là, ça fait 20 ans que je travaille dans cette industrie-là, puis je regarde, là, puis ça finit pas. On lance quelque chose, bien là, maintenant, il faut penser que ça s'en va quelque part, puis le consommateur va le prendre, puis il va l'amener à un autre endroit, puis il va nous revenir ensuite, puis ça affecte d'autres trucs. Donc, t'as pas un chef marketing qui est là, puis qui pense juste à faire de la pub, puis t'as une autre personne au CRM qui s'occupe de faire du marketing relationnel. C'est tout un mix, c'est tout intégré ensemble. Donc, la nature cyclique de notre travail est super importante maintenant. C'est plus une destination, il faut refermer la boucle. Un autre point que je voulais faire aussi, c'est que
tu sais, la réalité des 4P, parce que, puis je sais que j'ai peut-être un discours un peu plus consommateur, mais la nature des 4P, mais il faut en considérer un 5e aujourd'hui. Avec la venue de l'Internet, puis des stratégies où on communique avec le consommateur de façon beaucoup plus en temps réel, avec l'information pertinente et intelligente sur son dossier, en principe. C'est pas pour rien que quand on t'achète un CD, qu'on t'en propose un autre qui est tout à fait dans la même lignée que ce que tu viens d'acheter. Parce qu'on connaît ton comportement, on emmagasine l'information sur toi partout. Donc, les 4P, il faut qu'ils en tiennent compte d'un 5e maintenant qui est le P du people que j'appelle, le peuple. C'est un 5e P qui devient très, très, très important dans notre mix. Donc, je m'éloigne peut-être du discours de ce soir, mais c'est un phénomène qui est important à considérer là, pour le futur, d'après moi. On parle de l'impact du web et tout ça. Il faut comprendre que puis des réseaux sociaux, c'est pas une affaire de technologie, c'est une affaire de dynamique. C'est une affaire de dynamique de communication. On n'a jamais été capable de si bien mesurer nos actions puis leur retour en termes de résultats. On n'a jamais eu autant la possibilité d'écouter ce qui se dit sur notre organisation, sur nos produits, sur nos offres. Et le P, je l'ai ici, le P de la personnalisation, c'est un des éléments cruciaux de comment les communications, puis même le marketing en général, va évoluer. On avait un exemple ce matin où un annonceur qui offre des cartes d'appel à l'international, il travaillait une page de destination liée à une promotion et selon les profils des gens, soit par une visite antérieure, soit par l'adresse IP d'origine, il était capable de voir leur positionnement géographique. Donc, il y avait un landing page, pour parler de soi, qui était une offre de carte d'appel internationale, etc. Il y avait exactement la même offre, avec carte d'appel pour le Brésil, le drapeau du Brésil, la typo est en vert et jaune comme le drapeau du Brésil, et cette page de destination-là avait un taux de conversion de 136% supérieur à celle qui était l'offre générale. Exactement les mêmes prix, exactement les mêmes conditions. Il y a des réflexes qu'on va devoir adopter, puis que je pense que sont pas conjoncturels. C'est vraiment une mutation de notre manière de travailler avec les différentes clientèles, puis de présenter notre offre. Il y a aussi toute la notion d'ouverture puis de transparence. Qui dit, plein de monde qui parle de ta marque, dit un minimum de perte de contrôle. Donc, quand tu perds du contrôle, il faut que tu transformes ta manière de parler de ta marque à des gens qui vont relayer le discours à ta place. Et ça c'est probablement l'élément qui va être le plus douloureux pour bien des organisations, de laisser aller ce contrôle entier-là de ce qui est dit sur leur entreprise. On le voit je patauge là-dedans depuis 4-5 ans, là, puis nous-mêmes, on a de la misère à adopter la totalité des bons réflexes et des bonnes pratiques. J'imagine ce que ça peut être pour une entreprise plus traditionnelle ou dans un secteur plus sensible en termes de politique ou diplomatique ou réglementaire. Ça va être un apprentissage qui va être douloureux pour certains. C'est pour ça que le rôle de l'agence, il va être beaucoup de travail, de collaboration avec le client, plus que de se substituer au client. Je pense qu'il y a de plus en plus de clients qui vont devoir récupérer une partie de la responsabilité de leur communication
plutôt que de décharger cette responsabilité-là sur l'agence. Je te pointe. Je me trouve le goût de m'auto-pointer. Non, mais on connaît tous des clients qui face à toute la complexité de la communication, puis aussi de la lourdeur de la responsabilité, ont tendance à dire, bon, ben gars, occupez-vous-en. Mais dans la mesure où l'offre même fait partie du message maintenant, puis ça, je pense que ça va durer, ben là, on ne pourra pas se substituer à une partie importante de l'équation. Marc, c'est Oui, correct. c'est ça pour compléter. En fait, et c'est tellement vrai. Il y a beaucoup d'annonceurs qui ont encore le réflexe à vouloir dire, voici, je définis la personnalité de ma marque, puis là, je pousse ça vers la cible, je pousse ça. Ah ouais, c'est ça mon message. La réalité, c'est que maintenant, avec la réalité où le public, la cible peut parler de la marque, il faut être prudent. Il faut être capable d'analyser, il faut être capable de partir des prémices de ce qu'ils ont en tête, ces gens-là. Il y a bien des a priori. Hein. C'est à partir de ces a priori-là qu'on est capable de reconstruire un message puis le retourner. Et ça c'est un travail qui est plus ardu, qui est plus pointu, mais qui est rendu nécessaire. Ces gens-là ont un a priori sur votre marque. Essayez pas de l'ignorer, ça serait le pire réflexe qu'on pourrait avoir. Donc, c'est des réflexes qui sont encore installés, mais l'agence aura ce travail-là de s'assurer que tout message va être construit à partir des prémices de la cible pour s'assurer qu'on est capable de faire des pas avec elle, non pas contre elle, parce que ça fait beaucoup d'investissement si on essaie de pousser un message alors que l'autre n'est pas réceptif pantoute. Ben, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que tout le monde l'a trouvé aussi, avoir leur mine réjouie. Et je vais vous livrer à leurs questions. Maintenant, je te donne le micro, Dominique. Tu en as? Merci. Alors, c'est le temps de poser vos questions. Je vais vous demander de me faire signe, puis d'attendre d'avoir le micro avant de parler, parce que pour le bénéfice de tout le monde. Les gens sur Internet aussi peuvent poser des questions. Denis vous adressera avant. Alors, j'ai déjà une question juste ici. Merci. Oui. C'est parce qu'ils sont comme le en train de prendre un verre d'eau. La question que j'avais à vous poser, c'est que, oui, vous avez raison, je pense que c'est un des gros problèmes, je pense, en ce moment, dans le milieu des médias, c'est que c'est un problème en même temps qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de... Un défi. Il y a beaucoup de... un défi, exactement, c'est bien dit, de changement à ce niveau-là, beaucoup de mutations. Puis avec toutes les solutions, justement, là, que vous offrez dans chacune, justement, des industries dans lesquelles vous œuvrez, comment vous faites, justement, avec vos annonceurs pour être en mesure, justement, de les éduquer? Pour les amener justement à leur dire, regardez, c'est la solution que moi j'ai à vous offrir, c'est la bonne pour justement là, améliorer votre positionnement. Moi, si je peux me permettre, c'est une démarche de façon. Ça dépend toujours de. Il faut être capable de tout mesurer. Bien des annonceurs, il y a des grandes marques qui sont déjà très bien installées. Vous seriez étonné de voir qu'elles ont un niveau de connaissance avec des départements tellement poussés que l'agence a, elle aussi, à pouvoir à travailler avec ces équipes-là. Et c'est des échanges qui se font à ce niveau-là, puis on est capable d'aller puis de construire ensemble. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que ce n'est pas des départements qui travaillent tout seuls, qui reçoivent l'agence, qui abritent puis qui disent « bonne soirée ». Plus souvent qu'autrement maintenant, c'est des meetings qui se font en construction. Les briefs se font pratiquement ensemble. Ça, c'est pour certains grands annonceurs. C'est vrai que d'autres, qui sont des plus petits annonceurs, ont une certaine peur sur le changement. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils étaient habitués à avoir un bon représentant publicitaire qui venait et qui lui disait à quelque part, bien là, j'ai un bon deal pour toi, tu vas faire ROS à 20%, à 80% le soir, mais tu vas être entendu si tu te lèves la nuit. C'est plus ça, là. Alors, il faut être capable, nous autres, de pouvoir les accompagner. Et cet accompagnement-là se fait bien parce que les gens, de plus en plus, les annonceurs sont éduqués aussi, en ce sens que la réalité des médias a tellement évolué qu'on ne peut pas dire que les gens sont complètement à zéro. Donc, c'est plus facile de les accompagner. Fait que dans un cas comme dans l'autre, c'est une question d'accompagnement et de s'assurer que c'est bien saisi de part et d'autre. Mais je n'ai pas des gens qui sont tellement loin dans le spectre quand ils vont être en train de nous faire la leçon ou des gens tellement bas qui sont vraiment plus là. C'est vraiment une question de pouvoir se rencontrer là-dedans. Et on a plusieurs
leurs formations qui se font aussi. Les gens, contrairement à ce qu'on a vu pendant bien des années où il n'y avait pratiquement pas d'informations qui se donnaient en com, je me rappelle toujours où quelqu'un m'avait dit un jour, ben, moi aussi j'en fais de la pub. Je disais, ah oui, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est moi qui distribue les Publisac dans votre quartier. C'est pas pour dire de où on partait. Mais on est bien loin de ça aujourd'hui, où l'annonceur est beaucoup, beaucoup éduqué. Il faut comprendre qu'il y a une bonne partie du travail de sensibilisation qui est fait par les médias d'information, si ce n'est pas par les ados de nos clients. Non, mais sérieusement, il y a vraiment... la sensibilisation, elle vient de la base. Là. Il y a à peu près pas un parent de jeunes de 10 ans et plus qui n'est pas en train de subir un choc culturel par rapport aux réflexes de communication, puis de consommation, puis d'accès à l'information. Donc, ils sont comme sensibilisés par les deux côtés à la fois, chez eux puis au travail. Puis, nous, là, on a à s'ajuster. Il y a un minimum viable où je pense que professionnellement, on ne peut pas aller en bas d'un certain niveau de prestation. Puis dire, là, un client qui serait trop ancré dans des modèles qui sont vétustes puis qui vont assurer plus un gaspille de son investissement qu'un réel retour, on se doit d'être ferme ou à rigueur, on les sert pas. Mais à partir du moment où on sent cette sensibilité-là, dans certains cas, on a de très petits clients en région. Des fois, ça se traduit par beaucoup d'inquiétudes. L'idée, c'est de les amener petit à petit à poser des bons gestes. Peut-être pas essayer de tout transformer d'un coup, mais à chaque geste qu'ils posent, au moins de faire progresser leur présence dans le marché, dans le sens de quelque chose qui est plus en phase avec les bonnes pratiques. Mais c'est ça. Il y a du monde qui nous tire vraiment, là, qui sont tellement exigeants, puis qui ont déjà une bonne réflexion, puis ils ont fait leur classe, puis ils ont essayé des choses. Puis là, ils challenge, puis ils te demandent « Hey, ça, qu'est-ce que tu en penses? » Puis là, ils nous donnent des choses relativement spécifiques. Dans d'autres cas, c'est juste un espèce de grand flou. Et peux-tu m'aider à traverser la rue? Merci. On a une autre question ici. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous avez remarqué au niveau de la publicité, si les clients ont peut-être bougé le budget pour en enlever un petit peu au niveau de la création, pour le mettre plus au niveau de la diffusion, comme peut-être prendre des anciennes publicités, par exemple, puis essayer de la faire diffuser plus souvent dans un journal ou à la télévision, au lieu d'en créer des nouvelles. Peux-tu y aller? Je ne peux pas vous dire non. Il est vrai que dans un cycle où on sent une récession puis on veut faire attention à ses budgets, certains clients vont se dire, bien, écoutez, je pense que le travail qu'on a fait l'an dernier, on pourrait le refaire cette année, puis il n'y aurait pas besoin de réinvestir en création en tant que tel. Parfois, c'est pertinent, mais ce qui serait dangereux, puis c'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de faire le plus souvent autrement, c'est de prendre des mesures. On essaie de voir à travers le temps, à l'an 1, qu'est-ce qu'on avait comme notoriété, à l'an 2. Donc, il n'est pas. Si l'aiguille doit bouger, puis qu'on est dans une bonne direction, il n'y a pas un frein, il sera pertinent à ce moment-là de leur dire oui, effectivement, on est capable de faire une 3e année ou une 4e année, mais on va peut-être aussi utiliser différentes portes d'entrée pour pouvoir augmenter notre fréquence ou notre poids publicitaire. Ça, on pourra le faire. Dans d'autres cas, il faut vraiment penser que, écoutez, si vous avez entendu la chanson de Da Giovanni pendant les 45 dernières années, je comprends que la notoriété est faite, mais il y a peut-être un moyen de l'améliorer aussi. Il ne faut pas tomber non plus dans l'autre excès. Donc, il y a, oui, une façon de pouvoir faire les mesures. Le pire qu'on peut faire, c'est d'y aller avec, j'allais dire, l'index éolien. L'agence, si c'est son travail, il faut qu'elle arrive avec des raisons de faire les choses et que ce soit pertinent. Si c'est pas backé intelligemment,
rendez-vous donc même pas chez le client, puis allez surtout pas lui dire « Je pense qu'on est dû à un nouveau concept, parce que moi, cette année, mes forecasts sont à moins 30. » Non, ça, là. Il y a une façon vraiment de pouvoir accompagner ces gens-là. Puis il y a des plans, il y a des points, effectivement, où c'est très, très pertinent de garder le même type de message. Et la création pour la création, là, il y a très peu de nos confrères qui font ça, là. On est rendu à une étape où je pense que la majorité des annonceurs sérieux sont conscients de l'impact de la création stratégique qui contribue au positionnement de la marque. Là, ce qu'on observe, c'est que quand il y a une coupure sur le nombre d'exécutions, c'est pour mettre un peu plus de ressources sur moins d'exécutions, de façon à ce qu'il y ait plus d'impact. Donc, plutôt que faire 5 exécutions, on va en faire 3, on va en faire 4, mais avec plus d'impact, plus de pertinence, que les exécutions soient plus engageantes. Si je peux même aller. Ça, on a souvent une tendance, c'est drôle parce qu'on a des groupes de jeunes qu'on initie qui viennent en stage chez nous, puis c'est des créatifs. Ils veulent donc être. Ils apportent beaucoup parce que c'est très nouveau, puis ils veulent. Mais on les freine tout de suite en leur disant en pub, là, c'est pas de l'art pour l'art. Oubliez ça. La pub, là, c'est la science de l'art. C'est comment on peut utiliser intelligemment l'art pour pouvoir faire qu'une cible va adopter une marque. C'est ça, notre travail. C'est où tu restes avec ta marque, puis tu es confiant, puis tu continues à dire à ta cible, tu fais bien, tu es bien, ou encore change tes habitudes de vie, puis tu dois adopter celle-là. Ça, c'est d'utiliser intelligemment l'art. Et tu ne fais pas, comme on a déjà vu dans certains concours publicitaires, là, où tu prenais une image, puis tu disais, bon, ben regarde, on va l'essayer avec cette marque-là, oh, ça ne marche pas, on va l'essayer avec cette marque-là, non, ça ne marche pas. Des gens qui se trouvent que j'ai une bien bonne idée, puis je faut rien que je colle un logo maintenant. Non, c'est vraiment pas la façon de faire. Donc, on ne fait pas de l'art pour l'art chez nous. Et c'est pour ça que ça devient un peu dichotomique. Dans le temps, on disait il y avait les sourds, puis il y avait les créatifs. C'est moins en moins ça. Mais la réalité, c'était quoi? C'est qu'on laissait s'exprimer l'art. C'est dommage, mais en pub, là, oubliez ça. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Vous ferez des beaux Picasso à quelque part. Vous vous amuserez à faire autre chose, mais c'est pas ça. Il faut qu'on prenne tout votre savoir, votre façon intelligente d'exprimer cet art-là, puis de la coller sur une marque pour qu'une cible aille la chercher. La création publicitaire, c'est pas un mode d'expression. Non, pas vraiment. Merci. On avait une autre question ici. Bonjour, merci pour votre présence et cette conférence très intéressante ce soir. Je voulais vous demander tantôt, quand vous parliez d'aller récolter l'information puis d'être présent au pouls même, à la racine même des nouveaux changements, des nouvelles vagues ou des nouvelles opinions ou impressions qu'on a sur une marque, à part les chasseurs de tête qui existent depuis plus que 10 ans, puis même vous connaissez beaucoup plus ça que moi, qu'est-ce que vous faites sur le terrain, à part les sondages, les statistiques, les jeux en ligne, etc., sur le terrain, qu'est-ce qui est en vogue ou qu'est-ce qui est efficace comme nouvelle façon de faire? Y a-t-il des équipes, y a-t-il 50 jeunes qui sont engagés pour... pardon? Pour faire de la veille ou pour... Oui, en fait, j'ignore ce que vous voulez dire par la veille, j'imagine que c'est... de la recherche? Oui, entre autres, ou récolter l'information sur l'opinion d'un public cible, mettons des jeunes de 14 à 20 ans sur une sorte de liqueur ou peu importe le produit, quelque chose qui va toucher une catégorie de gens en particulier. Est-ce que vous êtes, comme vous dites, il y a des gens qui se promènent dans un show puis ils regardent des jeunes agir ou leur posent des questions, ils se fondent à eux ou je sais pas, comment vous procédez? Il y a un des outils que je vous parlais tout à l'heure qu'on a fait qui est utilisé sur le net. Donc, on se rend dans les réseaux sociaux puis on essaie d'aller justement recruter selon les marques, selon les cibles. On sait comment aller les chercher. Une fois qu'ils sont définis, on va les exposer à des images. Et... C'est Denis? Et donc, au lieu de leur poser des questions sur... C'est-tu moi qui crée le même? Non. Donc, on leur demande, à partir de regroupements d'images, on essaie de leur faire définir comment cette image-là exprime la marque en tant que telle. On se rend très loin. Fait qu'on les fait discuter sur la marque
On est capable, après ça, d'entrecouper des verbatims, les groupes d'images qu'ils ont pris, qui sont des métaphores, dans des groupes d'images qu'on est capable de dire, c'est-tu un leader, c'est-tu un... Et à partir de cette information-là, on est capable de s'assurer que le positionnement de la marque, en dehors, parce que vous me parlez là, en dehors des focus groups qui sont utilisés évidemment, des sondages qui sont utilisés évidemment, ce type d'approche-là de neuromarketing va donc aller chercher une information supplémentaire pour essayer justement de partir de l'inconscient, si on veut, de la cible pour qu'elle nous parle, elle, de la marque. Donc, c'est d'autres outils. Et là, on peut faire ça parce que c'est un outil qui est web-based. On peut avoir donc du qualitatif sur une marque, sur des grandes bases. Faire attention parce que quand même, je serais rendu entre 500 personnes qui me disent ou qui perçoivent une marque de telle façon à travers des images, que j'en fasse 500 ou j'en fasse 1000, là, le vecteur n'est pas assez grand. Mais ça fait très différent entre un focus group qui sera à 10 ou à 15, qui coûte très, très cher aussi. Donc, c'est une façon différente d'approcher, mais on parle à cette cible-là de façon régulière. C'est une autre façon d'aller chercher de l'information. Si vous permettez, je vais ajouter un truc. J'en parlais hier. Est-ce qu'on l'entend, le micro? Ça marche ou ça ne marche pas? Il y a un instrument de mesure, on l'a eu à la toile l'année dernière, quelqu'un en a parlé, pour savoir si vous faites du bon travail auprès de vos clients et s'il y a une fidélité, c'est de mesurer le pourcentage de gens qui recommanderaient votre marque à quelqu'un. Si vous dépassez le 30%, vous êtes tranquille. Si vous êtes en bas du 30%, c'est avec tous vos clients, ils sont prêts à changer de marque. Et ça, c'est un bon instrument de mesure et c'est de plus en plus utilisé. Et ça s'appelle aux États-Unis, il y a les détracteurs et puis ceux qui recommandent. Et si ce simple chiffre vous vaudra, je ne les démolis pas, tous les focus group possibles qui sont parfois un peu biaisés. Moi, je dirais le seul point que j'aurais rajouté à ça, c'est que c'est sûr que bon, les techniques comme des sondages, groupes de recherche, etc., ça va rester, puis ça reste la recherche qualitative. Il faut s'entendre. Si on va avoir si on veut savoir où est-ce qu'on score sur le radar des marques avec la nôtre, il y a plein d'outils qui existent, puis il y a des entreprises qui vont se faire plaisir de nous aider en tout temps là-dessus, mais je pense que ce que les gens ont tendance à faire aussi, c'est de profiter de chaque point de contact avec les clients pour aller chercher un petit peu plus d'informations. Au lieu de faire des sondages, finalement, de parler à des gens qui sont de nos consommateurs, certains qui ne sont pas, certains qui sont des prospects, des suspects, etc., je pense que maintenant, on va tenter le pouls de nos consommateurs en ayant leur poser une ou deux questions à chaque fois qu'on a l'occasion de leur parler. Je veux dire, tu regardes même l'industrie du voyage, je veux dire, tu peux arriver à un kiosque, il y a 2 questions qui vont être posées, l'agent peut t'en poser d'autres, on peut t'en poser d'autres en vol, il y a des sondages après expérience, avant expérience, il y a toutes sortes de façons de capturer de l'information. Donc, négligez pas le fait que vous avez, peut-être dans une semaine, une dizaine de points de contact avec vos clients, puis il faut vraiment optimiser ça, plus en complément avec la recherche qualitative, évidemment. Puis, j'ai toujours tendance à croire que ce qu'on dit qu'on va faire, c'est pas nécessairement ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que la recherche qualitative, il faut que je prenne ça avec un bémol, puis ça a son rôle à jouer dans certains cas, mais il ne faut pas utiliser ça à outrance pour mesurer tout ce qu'on fait. Il faut aussi tester, là, faire on appelle du hard testing dans le marché, puis aller chercher des informations, à savoir si je te mets ce produit en avant, tu l'achètes-tu ou tu ne l'achètes pas, même si tu me dis que tu vas l'acheter, je veux savoir si tu vas l'acheter. Donc, c'est en faisant qu'on comprend. Donc, les méthodes de test comme ça, vraiment dans le quantitatif, sont importantes aussi. Puis, notre ami Descaries de chez Ipsos Descaries disait, puis c'est une des boîtes de recherche qui fait beaucoup de qualitatif, entre autres choses. Il disait, poser la question, c'est biaiser la réponse. Donc, comme dit Bianca, on ne peut pas se baser seulement sur des méthodes où on interpelle le consommateur. Il faut aussi complémenter ça par du monitoring de ce qui se dit sur nos marques. Les communautés d'intérêt sont hyper riches là-dedans, puis plus on va aller, plus il va en apparaître des spécialisés, pardon. J'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent TripAdvisor. TripAdvisor, pour le monde du tourisme, là, c'est une mine d'or. Il faut enlever les extrêmes, là, parce que souvent, c'est des places où les gens déchargent leur trop-plein de fiel sur une mauvaise expérience, ou les compétiteurs, tout comme c'est une place... J'entendais que le ministère du Tourisme d'Irlande ou d'Écosse
finançait la formation des intervenants touristiques sur comment intervenir sur TripAdvisor pour monter le ranking de leur hébergement ou de leur resto. Non, mais c'est pour ça qu'il faut mais c'est parmi les top sites. Hein? Faut aller avec une manière de pondération. Mais ça, les communautés d'intérêt sont une source d'information, soit par catégorie, soit sur une marque spécifique, tout comme, là, il commence à avoir un paquet d'outils qui existent pour monitorer le nom d'une marque, puis aller chercher dans la toile, puis aussi trier de façon qualitative l'information. Puis avoir une autre source qui est peut-être plus naturelle, c'est vraiment quasiment comme écouter à travers le mur la conversation, puis intercepter de l'information sur ce qui dit. Mais ça va. C'est des choses qui sont en pleine mouvance, puis qui vont s'enrichir au fil du temps. Merci. On a peut-être le temps pour 2-3 questions. Denis, est-ce qu'on a des questions en ligne? Oui, j'en aurais une qui est adressée à Mme Barbucci, mais je suis convaincu que les deux autres invités vont avoir le goût aussi de commenter. J'ai entendu récemment dans une publicité à la radio que la publicité était très importante pour les entreprises et primordiale en contexte économique de récession. Avec vos années d'expérience, que pensez-vous de cette affirmation? Comme je disais tantôt, plus tôt dans la séance, c'est justement ce que les gens affirment, en fait, ce que les experts en marketing affirment, c'est que c'est en moment de récession que tu ne peux pas t'absenter. Il faut que tu sois là. Il faut juste que tu sois là de façon différente. Donc, c'est extrêmement important de rester présent. Puis, l'autre point aussi que je ferais, c'est que il faut reconnaître l'importance de l'industrie publicitaire ou du marketing communication dans le contexte économique et dans le contexte culturel aussi. C'est cette industrie-là qui nourrit la programmation, les contenus qu'on voit sur les médias et qui nourrit aussi beaucoup les plateformes culturelles. Donc, il faut reconnaître l'importance de cette industrie-là et continuer justement à la faire, à la nourrir, à la supporter, à la maintenir en santé. Donc, pour répondre encore à la question, oui, il faut rester présent. Il faut rester présent parce que c'est dans des temps difficiles que les gens se souviennent de nous. Puis, il faut se démarquer par contre. Il faut se démarquer à différents niveaux parce que inventer la même bébelle que ton voisin, c'est facile à faire. La présenter de la même façon, c'est facile à faire. Ce qui n'est pas facile à faire, c'est d'essayer d'aller chercher vraiment des aspects qui vont démarquer vis-à-vis du consommateur. Puis ça, malheureusement, ça revient à la bonne vieille méthode de service à la clientèle, de valeur ajoutée, de l'expérience. On en parle beaucoup de l'expérience client. Ce n'est pas juste l'expérience publicitaire, c'est l'expérience en magasin, avec la marque, avec le produit, après l'achat, ainsi de suite. Donc, c'est là qu'il faut mettre le paquet, je pense, pour se démarquer de la compétition, puis rester présent après que, justement, cette crise-là soit terminée, puis avoir la loyauté du consommateur. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, puis en même temps, pour en mettre un peu plus, c'est oui d'être présent, mais l'erreur que peuvent faire certains annonceurs aussi, c'est en temps de récession, changer de personnalité de la marque pour essayer justement de la mettre démarquante. Je veux dire, quand tu es en récession, tu t'appelles Coke, tu ne lances pas le nouveau Coke. C'est un peu con. Ça ne marche pas parce que c'est le temps de pouvoir construire sur ta marque. Les marques solides doivent continuer d'être solides et démontrer qu'elles le sont. Alors, et en même temps, ça veut dire, je vous parlais tantôt d'expérience de certains annonceurs de remettre en question des gens qui travaillent avec eux pendant 5-6 ans à bâtir une marque, puis bon, ben regarde, on va essayer une nouvelle agence, voir ce qui va se passer. Ça aussi, ça peut être une erreur, parce que tout ce que ça a pris pour pouvoir construire le capital de connaissances, c'est important de part et d'autre, et de l'annonceur et de l'agence. Ce partenariat-là, ça a un coût, le learning curve. Donc, c'est pas en temps de récession c'est mon avis. Ça n'a jamais cher. Bon, mais c'est vraiment pas le moment de remettre ça en question parce que c'est un temps pour renforcer sa présence, s'assurer que ce qu'on a construit va être vraiment là. Puis au moment où des gens vont s'éteindre à d'autres niveaux, les compétiteurs vont être moins agressifs, ben, la marque 2 pourra passer à la 1 ou la marque 1 va vraiment
confirmer sa position puis mettre des points, beaucoup de points entre les 3, les 4 et les 5. Merci. On avait une question ici. Oui, bonjour. J'aurais aimé avoir votre avis dans tout ce qui a été dit ce soir. Donc, j'ai retenu bien sûr la valeur ajoutée, le fait donc de se démarquer, de rester présent, de créer une nouvelle dynamique communicationnelle. Et moi, en fait, quand je pousse ma réflexion et que je pense à récession, je pense à économie d'argent, je me pose la question de l'environnement là-dedans. Et que je sais qu'il y a certaines entreprises en temps de récession qui en profitent pour faire des économies et aussi communiquer sur leurs économies et le fait qu'ils donnent une image verte, une image plus écologique. Je voulais connaître votre avis sur cette question-là. Est-ce que c'est les besoins que vous ressentez au niveau des annonceurs en tant que client? Voilà. Là-dessus, on parle de greenwashing, il y a comme il y a les annonceurs qui adressent le problème comme un ajout à une offre. Puis il y a les annonceurs, je parlais tantôt d'ouverture, de transparence. De plus en plus de consommateurs sont en quête d'authenticité, puis ils ne sont pas dupes. Si tu veux jouer cette game-là, il faut vraiment que ce soit fondé et vérifiable. Parce que maintenant, il y a suffisamment de sources d'informations alternatives pour démasquer je voyais un palmarès des 10 pires marques greenwashing, ça a fait le tour, là, ça a fait une traînée de poudre sur les réseaux sociaux il y a 2-3 semaines. Là. Justement, là, le palmarès des 10 marques qui ont essayé de berner les consommateurs. Donc, c'est un couteau à deux tranchants. Si tu veux jouer à ça, en fait, c'est pas un jeu. C'est une profession de foi, puis il faut qu'il y ait des gestes tangibles qui vont appuyer la prétention, parce que sinon, ça va faire long feu. Mais il y a deux discours là ici, hein? Il y a l'écologie, puis les coupures de coûts. C'est deux choses différentes, puis qui n'ont pas besoin qui sont, à mon avis, dissociables. J'ai eu l'occasion, avant de travailler chez TVA, j'ai fait un mandat d'à peu près 5 mois avec une entreprise à Toronto qui s'appelle Green Rewards, qui est un programme de récompense prime verte qui a été acheté finalement par le groupe Air Miles, donc qui est l'entité de programme de récompense vert. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur justement tout le greenwashing, puis comment il faut faire très attention avec tout ce qu'on fait du côté vert. Moi, mon avis personnel, c'est que c'est un prix d'entrée maintenant. Si tu le fais pas, c'est comme avoir à dire à quelqu'un que t'es cool. OK? Je veux dire, c'est pas cool. T'as pas besoin de dire aux gens que t'es green. Tu peux dire aux gens que tu essaies de prendre des mesures pour faire attention, parce qu'à ce moment-là, tu ouvres la porte. T'ouvres la porte à des choses dangereuses qui peuvent se dire sur ta marque. C'est mon avis personnel. Je pense qu'il faut faire très attention de ce côté-là. Puis, il faut respecter l'environnement. Les consommateurs, ils s'attendent à ça de toute façon. En fait, ceux qui ne le font pas vont être punis. Ceux qui le font puis qui le font très bien vont juste être plus valorisés, mais c'est correct. Tu sais, c'est pas comme ça qu'ils vont être mis sur un piédestal parce qu'ils sont plus écologiques que d'autres. Ceux qui ne le font pas, par contre, à mon avis, vont être pénalisés. Donc, il y a un minimum à faire. Faire attention si on le fait au maximum aussi, parce que c'est là qu'on ouvre la porte ce qu'on appelle le groupe de tree huggers, là. Donc, puis ils sont assez forts, ils vont venir te chercher assez rapidement. L'autre affaire, c'est la coupure des coûts. Puis dans une situation économique, je pense que c'est correct de couper des coûts, puis c'est correct d'être quand même humble devant le consommateur, puis de lui dire, écoutez, on comprend votre situation, pas avoir de l'air trop opportuniste non plus. On comprend votre situation, voici pourquoi on a décidé de couper certains coûts pour vous. Puis nous aussi, à quelque part, on va peut-être limiter, mettons, nos heures de service à la clientèle, ou pour mieux vous servir, on va offrir des solutions plus économiques pour nous, plus écologiques pour vous. C'est correct de faire des choses comme ça, puis d'être honnête envers le consommateur. Puis je pense que les consommateurs comprennent très bien. Mais encore une fois, c'est toujours une dose de... Tu sais, où est-ce que tu franchis la ligne que tu as de l'air bien opportuniste, là, comme ceux qui vendent des générateurs et des flashlights à outrance quand il y a des pannes d'électricité. C'est une belle opportunité, mais quand même, tu as l'air de vouloir profiter un peu des consommateurs. Puis en même temps, il faut être prudent. Il y a des marques pour lesquelles, malheureusement, quand même qu'on voudrait mettre une étiquette verte
ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut que tu sois franc aussi. Il faut que tu vives avec ta réalité. Si je prends un Royal Remington, puis que j'y colle une petite feuille verte, puis je dis, voici, je suis rendu éco, bon, ça marche pas. Ou un Green Hummer. C'est ça, un Green Hummer, oui. Il y a des marques avec lesquelles, de plus en plus, le consommateur est capable de faire une bonne différenciation. Alors, ne tiens pas les discours avec ta marque que tu es incapable de soutenir. C'est aussi simple que ça. Ça revient à ce que les gens disent qu'ils vont faire, puis qu'est-ce que les gens font finalement, parce que pendant mon 5 mois avec cette entreprise-là, on a fait énormément de recherches, puis c'est pas toujours évident que les gens vont faire vraiment des détours. C'est vraiment un infime pourcentage de gens qui vont faire des détours, puis des culbutettes par en arrière pour rester totalement écologique. À un moment donné, là, tu as une vie à vivre, tu as 4 enfants à la maison, faut que tu te déplaces, puis c'est correct des sacs en plastique des fois. C'est pas pour tout le monde qu'il faut être super, super écolo à tous les niveaux. Il faut juste se rendre compte qu'il y a une réalité qui existe. Là, alors merci, tout ça est passionnant. On va prendre quand même le temps d'une dernière question, justement. Moi, je me demandais, parce que j'ai entendu tantôt Denis qui parlait, puis il disait qu'il y a toujours eu, j'imagine, un certain pourcentage des budgets que les gens gardaient pour réagir vraiment promptement. Tu disais, toi, tantôt, qu'ils en gardent un peu plus de ces budgets-là maintenant pour justement pouvoir réagir à quelque chose qu'eux autres, dans l'avenir, en tout cas, qui ne savent pas qui peut arriver. C'est jusqu'à quel pourcentage qu'on parle? Oh, ben, j'ai des... En fait, je me suis peut-être mal fait comprendre. Nous autres, en tout cas, notre expérience de notre clientèle, souvent, c'était presque la totalité du budget qui était engagé, puis historiquement, qui était engagé. Puis s'il arrivait des impondérables, ben là, on allait gratter, puis on revisait un projet déjà planifié. Aujourd'hui, chez nos clients, ça peut jouer entre 10 et 25 de marge de manœuvre qui se laisse. Puis j'entendais récemment qu'en termes d'achat médias, entre autres, il y a de très grands annonceurs, on parle dans les top 100 mondiaux, qui font des investissements médias planifiés juste sur 3 mois, même certains sur un mois seulement. Ça, c'est une dynamique. Tu t'appelles NBC ou CBS, puis Coke te dit, ben non, je ne te ferai pas un contrat annuel cette année, je vais te faire un contrat trimestriel. La dynamique, là, elle vient de changer drôlement. Puis ça, c'est une réalité. Coke, je sais que c'est un fait. Il est passé d'une planification annuelle. Je suis sûr que c'est au moins trimestriel si ce n'est pas mensuel. C'est débile. Mais chez nous, ce qu'on observe, là, c'est de l'ordre de 10 à 25 %, tout dépendant du secteur d'activité, la nature du client, etc. Est-ce que ça sera votre conclusion pour ce soir? Merci. Ben, vous avez beaucoup parlé. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier nos conférenciers. Bravo à vous. Aux panélistes qui se sont livrés très sincèrement. Merci beaucoup. Merci Max d'avoir animé brillamment cette table ronde. Si vous me permettez de prendre encore votre temps quelques secondes. N'oubliez pas de remplir votre questionnaire. C'est très apprécié d'avoir... C'est notre micro qui est allumé. Non. C'est toujours très apprécié d'avoir vos commentaires. Inscrivez votre adresse de courriel sur le questionnaire si vous voulez être tenu au courant des activités de la toile. Enfin, notre site web www.toile.coop pour retrouver tout ça et la conférence en ligne qui va être disponible dans les prochains jours. Pour terminer, les autres conférences qui s'en viennent cette année, laissez-moi vous les présenter. Le 28 octobre, nous aurons l'auteur Jean-François Nadeau qui nous parlera de la problématique des droits d'auteur. Le 25 novembre, Manon Blondin nous parlera de coaching et de communication. Le 16 décembre, ce sera Michel Blanc qui nous parlera des médias sociaux. Le 27 février, nous parlerons de communication sportive avec Michel Lacroix. Le 24 février, nous parlerons de cybercriminalité avec quelqu'un du milieu de la police, M. Frédéric Gaudreau. Le 31 mars, nous avons un spécialiste des intranets, M. Claude Malaison. Le 28 avril, nous aurons le président de l'agence de la firme de sondage CROP, M. Alain Giguère. Et nous terminerons la saison ça sera le 26 mai, avec Steve Proulx, journaliste indépendant, qui nous expliquera pourquoi lui, il a fait le choix justement du journalisme indépendant. Alors, merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci encore à nos conférenciers. Je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence le 28 octobre. Bonsoir.